Bonjour, un livreur Uber circulant à scooter est mort percuté par un conducteur en voiture lundi 25 octobre à Lille, conducteur qui a pris la fuite, rapporte le journal La Voix du Nord. La même journée, c'est un jeune intérimaire de 18 ans qui est mort sur son lieu de travail, l'abattoir LDC Bretagne, situé à Lenfin, dans les Côtes-d'Armor. Il s'est retrouvé coincé sous une cuve contenant des centaines de kilos de poulet, rapporte Ouest France. Et puis, samedi 23 octobre, c'est un ouvrier de 28 ans, cette fois-ci, qui est mort sur le chantier d'un immeuble en construction où il travaillait, à Pleurtuis, en Ille-et-Vilaine. La dalle en béton d'un balcon s'est effondrée sur lui, selon une information de France Bleu Armorique. Alors, en l'espace de 3 jours seulement, vous l'avez vu, ces 3 travailleurs sont morts dans l'exercice de leur activité professionnelle. Mais il y a de grandes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Le sujet des accidents du travail est en fait largement ignoré dans les médias ou alors abordé simplement en quelques lignes, une simple brève, souvent, très majoritairement dans les médias dits locaux ou régionaux. Alors, quelle réalité recouvrent les accidents du travail ? Qu'est-ce qui explique leur invisibilité médiatique systémique et avec quelles conséquences surtout? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui 3 invités. D'abord, Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous à distance, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, NPA, ancien ouvrier chez Ford à Blanquefort, près de Bordeaux, où vous répariez les machines où étaient montées les boîtes de vitesse, et candidat NPA à l'élection présidentielle de 2022. Merci à vous d'être avec nous. Véronique Daubat-Le Tourneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail, enseignante à l'école des hautes études en santé publique et spécialiste des questions de santé au travail. Vous êtes l'autrice de ce livre, Accidents du travail, des blessés et des morts invisibles, publié aux éditions Bayard en septembre 2021. Merci à vous aussi d'être avec nous. Et Éric Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes ouvrier intérimaire, ancien cordiste. Vous avez exercé ce métier pendant près de 3 ans. Vous avez travaillé aux côtés de Quentin Zaraoui-Brua, mort enseveli sous un silo de céréales le 21 juin 2017 à l'usine de Mazancourt, près de Reims. Et vous avez cofondé une association, Cordistes en colère, Cordistes solidaires, pour documenter les réalités de ce métier, et on y reviendra. Et vous êtes l'auteur de ce petit récit passionnant et très poignant, On a perdu Quentin, publié aux éditions du Commun en mai 2018, où vous revenez sur la mort de votre ancien collègue. Alors, merci à vous aussi d'être avec nous. C'est donc très souvent dans les médias dits locaux, je vous le disais en introduction, que les accidents du travail sont généralement relayés, et très souvent dans une seule et même rubrique, les faits divers. Regardez. À la rubrique Faits divers, un accident du travail a fait 1 mort ce matin dans les Côtes-d'Armor. L'accident s'est déroulé dans l'abattoir LDC situé à Lenfin, un abattoir spécialisé dans l'abattage de volailles. Pour des raisons encore inconnues, un jeune homme âgé de 18 ans s'est retrouvé coincé sous une cuve de 500 kilos. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Quintin. C'est dans l'un des sites de préfabrication des paquebots que s'est déroulé le drame. La victime travaillait en 3-8 dans l'atelier des panneaux plans que nous avions pu filmer en décembre dernier. Il est 3 h du matin, mercredi, lorsqu'une cloison en acier chute. Les 2 ouvriers, travaillant à proximité, tentent de l'éviter. L'un d'eux est mortellement blessé. Il est environ 11h40 ce matin dans le quartier des Maîtres lorsque le pignon nord s'affaisse à l'intérieur de cette grange. 4 ouvriers sont alors en plein chantier. Un jeune homme de 21 ans originaire de Vorep trouve la mort sous les décombres. 2 sont grièvement blessés. Le 4e sort indemne de l'accident. C'est un talus d'une centaine de mètres de hauteur, comme celui-ci, qui s'est effondré, emportant avec lui un engin de 34 tonnes, piégeant ainsi son conducteur. Le salarié était venu spécialement ce matin avec un dépanneur pour effectuer une réparation. Malgré l'intervention d'une 50aine de pompiers spécialisés, le site reste toujours inaccessible. Cet accident mortel ce matin à Reims, dans l'usine Charbonneau-Brabant qui produit notamment les moutardes de la marque Clovis. Un ouvrier de 43 ans est décédé au cours d'une opération de maintenance. Il a été retrouvé dans une cuve de vinaigre vide. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.
Voilà, alors la télévision n'est pas la seule responsable. La presse écrite régionale, les radios aussi locales cantonnent très souvent ces histoires, ces accidents du travail aux faits divers, à la rubrique justice, comme on l'a vu. Et ce qui est assez frappant, c'est la difficulté de retrouver les reportages et les sujets qui sont réalisés, qui sont visiblement difficilement référencés, difficilement aussi connectés les uns aux autres pour pouvoir suivre en fait les histoires. Alors vous l'avez entendu, on parle souvent de drames, de tragédies, des histoires qui restent individuelles. D'abord, une première question, Véronique Daubat-Le-Tourneau, qu'est-ce qui vous frappe là, par exemple, dans la façon qu'ont ces médias régionaux à faire état des accidents du travail ? C'est déjà ce que vous avez souligné, c'est que ce soit la rubrique faits divers, donc c'est vrai que ça passe très rapidement. C'est l'âge aussi, l'âge très jeune des victimes. Et puis l'absence d'explication, finalement. On est dans le descriptif, les pompiers se sont déplacés, l'enquête est en cours, mais on n'en sait pas plus, en fait. Éric Louis ? Oui, effectivement, c'est toujours dans le descriptif. Il n'y a jamais de suite. Et là encore, on voit des reportages à la télé. Il y a des fois des reportages radio. Mais la plupart du temps, c'est dans la PQR. C'est 4 lignes dans la PQR. Et il n'y a même pas ça. Parce que s'il y avait, à chaque fois, s'il y avait un reportage comme ça à chaque accident du travail, il y en aurait 2 par jour au journal télévisé. Or, ce n'est pas le cas. Comme vous le dites, c'est très rare. On a beaucoup de difficultés à les retrouver. Donc ça veut dire que c'est déjà un traitement qui est déjà, on est déjà au-dessus du traitement normal des accidents du travail, où c'est 4 lignes dans la PQR, et puis il ne se passe rien d'autre. Donc voilà. Donc je rejoins ce que dit Véronique, effectivement. Ça fait partie de l'invisibilisation des accidents du travail de manière générale. Dans votre livre, justement, Véronique Daubat-Le-Tourneau, vous parlez de cette fait-diversification en fait, des accidents du travail. Quel problème concret cela pose pour une chercheuse comme vous, qui vous reposez notamment sur ces récits-là médiatiques ? Alors c'est vrai que moi je suis sociologue. Et du coup, la démarche en m'intéressant à cette catégorie qui est peu questionnée finalement, qui est celle des accidents du travail, l'objectif, c'est de passer du fait divers au fait social et de dépasser en fait 2 représentations qui sont assez dominantes par rapport aux accidents du travail. La première, ça va être effectivement le fait divers, la fatalité, le pas de chance, et puis le drame qui n'est qu'une toute petite partie émergée de l'iceberg, comme vous venez de le rappeler. Et la deuxième représentation dominante, c'est que c'est un risque assuré, finalement. C'est un risque qui est représenté dans les statistiques annuelles de la sécurité sociale, qui est géré. Mais qui n'est pas questionné. Et du coup, appréhender les accidents du travail comme fait social, ça a été mener des enquêtes longues sur plusieurs années auprès de populations accidentées du travail pour voir justement ce qu'il y avait derrière ça en termes de réalité de travail, d'emploi et de vie. Philippe Poutou, vous, qu'est-ce qui vous frappe dans cette manière de parler de cette réalité sociale-là, les accidents du travail, dans les sujets qu'on vient de voir ? Je n'avais pas fait attention que c'était traité de cette manière-là, justement. Enfin, on savait que ça n'en parlait pas ou quasiment pas, mais sous la rubrique faits divers, c'est vrai que c'est assez frappant. Mais sur l'invisibilisation des accidents du travail, c'est peut-être plus globalement en fait, l'invisibilisation du monde du travail et de ce camp social qui aujourd'hui trinque de plus en plus avec la crise. Et en fait, les médias ne parlent pas de ce camp social-là. Donc du coup, l'accident, c'est un des aspects finalement de la vie au quotidien des gens, parce qu'on souffre au travail, mais on souffre aussi dans les quartiers. Et tout ça, c'est rendu invisible. C'est juste visible au moment où, là, par exemple, quand il y a un accident du travail, ou dans un quartier populaire, c'est quand il y aura un dealer qui aura fait un dérapage ou je sais pas quoi. Donc on voit bien quand même une volonté de cacher tout ça et pas que dans l'actualité, puisque le monde du cinéma, enfin après il y a plein d'aspects. On pourrait dire aussi qu'on voit quand même relativement peu de choses qui décrivent la vie des gens et puis surtout qui donnent la parole. Qui donne la parole à ces gens-là. Donc on voit, enfin je pense qu'il y a quand même globalement l'image d'une société qui est bien partagée en classe sociale. Et c'est quelque chose à laquelle vous avez été confronté, vous qui avez été délégué syndical CGT à l'usine Ford de Blanquefort, quand par exemple vous essayez de mobiliser la presse sur des sujets liés au travail, à la santé au travail, puisque c'est de ça dont on parle quand on parle d'accident du travail, la santé, la prévention. Est-ce que c'était compliqué de pouvoir justement mobiliser les médias là-dessus ? Oui, bien sûr. Et, à chaque fois, c'était quand on lançait une grève ou c'était chercher un peu finalement ce qui pourrait nous aider à se faire médiatiser. Donc c'était la recherche un peu de l'action visible.
Et quand les médias venaient, c'était souvent très décevant, puisque eux, ils venaient évidemment sur le côté événement ou sur le côté action radicale, mais jamais sur le fond des choses. Et c'est vrai qu'on avait toujours cette difficulté à pouvoir expliquer ce qui se passait, raconter la vie, que ce soit une usine menacée de fermeture ou que ce soit tout simplement des conditions de travail qui sont pénibles ou des questions salariales pour pouvoir vivre décemment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on n'y arrive pas. Enfin, ça passe pas, ça sort pas ou très peu. Et c'est vrai, ça a été dit dans les médias régionaux. Des fois, il peut y avoir un article qui va avoir le souci un peu de raconter les choses, mais sinon, c'est très difficile. Alors du coup, pour exister, il faut quoi ? Il faut être un peu dans la caricature pour l'action syndicale, l'action visible, pour pouvoir faire exister ces histoires-là ? Des fois, on peut être tenté par ça. D'ailleurs, on a vu, il y a eu des grands conflits sociaux il y a quelques années notamment, mais encore aujourd'hui, qui sont dans la recherche un peu de la lutte spectaculaire, les bouteilles de gaz, les menaces d'explosion, tout ça. On voit bien qu'il y a les pneus Goodyear qu'on brûlait, je me souviens très bien. Voilà, la lutte des Goodyear, la lutte des Conti, notamment dans l'automobile, mais pas que. Là, aujourd'hui, dans les Landes, il y a une lutte du côté de la Berry, ceux qui fabriquent le foie gras. Ils cherchent aussi des méthodes pour faire parler d'eux, parce qu'en fait, faire parler de soi, c'est pas juste une question d'ego, évidemment, c'est juste comment on peut sensibiliser la population et comment on peut montrer la réalité sociale, la réalité d'une souffrance, et puis d'être plus fort dans une situation où tant qu'on est invisible, de toute façon, finalement, c'est le gros point de faiblesse. On y reviendra justement aussi sur le travail que vous menez avec l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires, parce que ça fait partie aussi de votre activité, en fait, de faire exister cette réalité-là, de ce métier-là dans les médias. Pour lutter contre la fédiversification, comme on l'a appelé ensemble, contre cette invisibilisation en fait des accidents du travail, il y a un monsieur qui s'appelle Mathieu Lépine, professeur d'histoire-géographie, qui mène un travail bénévole de recensement de ces morts. Il a notamment un compte Twitter, Accident du travail, silence des ouvriers meurt, qui est suivi par 35 000 personnes environ. Arrêt sur image lui avait consacré d'ailleurs un article en avril 2019. Ça a été un outil pour vous aussi, ça, Véronique Debat-Le Tourneux, dans votre travail, ce type d'action, de visibilisation des accidents du travail ? Alors oui, le travail réalisé par Mathieu Lépine est tout à fait remarquable, puisqu'il rend visible ce qui sort dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, avec une alerte, c'est une démarche de veille et d'alerte sur la partie qui est visibilisée par la presse et donc la partie la plus dramatique. Et de tenue aussi. Et de tenue au jour le jour, donc c'est très précieux, puisque alors moi dans mon travail, j'ai aussi travaillé sur les statistiques existantes, les statistiques de la sécurité sociale, et à côté, donc ce sont pas le travail de Mathieu Lépine n'est pas dans cette démarche d'exhaustivité, en revanche, il est dans une démarche d'immédiateté, c'est-à-dire que les statistiques, on a 2 ans de décalage pour les avoir. Là, c'est l'immédiateté. Et puis, là, par exemple, c'est l'alerte. On est en octobre 2021, viennent de sortir aujourd'hui les chiffres de l'année 2020. Oui, parce qu'on est dans une logique de statistique publique qui est un peu plus lourde. Et donc, c'est un travail très utile. Et Mathieu Lépine a mis à ma disposition ces données. Ah oui. Oui, et je fais référence à ces données dans... Tout à fait. Enfin, pour un exemple très concret, mais peut-être que vous voulez en venir plus tard, vous parliez en introduction d'un livreur Uber qui est mort. Ce livreur-là, il ne comptera jamais dans les statistiques publiques. On va y revenir. Voilà. Alors Absolument. que Mathieu Lépine, c'est le seul élément de visibilité en termes de comptage systématique des morts au travail pour les chauffeurs Uber, enfin pour les personnes qui sont indépendantes et non salariées. C'est le travail de Mathieu Lépine. Et alors du coup, est-ce que vous avez identifié les critères qui expliquent qu'à un moment, on va parler plus de certaines histoires que d'autres? Qu'est-ce qui explique qu'à un moment, les médias, voire même les autorités, quand elles s'en emparent, vont plus mettre la lumière sur des histoires particulières d'accidents du travail plutôt que d'autres? Comment on explique ça? Alors moi, je ne me suis pas penchée sur le corpus médiatique à proprement parler. Donc je pense que ce qui ressort malheureusement, c'est le drame et c'est l'enquête et c'est le fait qu'il y ait les pompiers et donc une visibilité immédiate. Après, l'invisibilité, elle est aussi, elle touche un groupe qui est un groupe invisible, qui est le groupe des ouvriers. Mais je ne peux pas répondre précisément à la question de pourquoi les médias mettent Philippe plus... tout à l'heure. La réalité du monde du travail qui est globalement invisibilisée. Et là, on est... Et en particulier le groupe des ouvriers, qui est celui qui paye le plus lourd tribut aux accidents du travail. Éric Louis. Moi, je pense que la visibilisation, elle est due aussi à l'endroit où se passe l'accident.
Par exemple, on a vu il n'y a pas très longtemps qu'il y a un accident qui s'est produit au chantier du Grand Paris, là, et ça a occasionné l'arrêt du chantier. Ça se passe à Paris, ça se passe à la capitale, etc. Ouais. Les médias, ils sont ici. La preuve, c'est qu'on est ici aujourd'hui, on est à Paris. Ouais. Et qu'effectivement, là c'est tout près, c'est un chantier emblématique, et on en parle. Si jamais, je ramène ça au métier des cordistes, si un jour un cordiste tombe de la Tour Eiffel, on va en parler. Là, malheureusement, on va en parler. Mais un gamin de 21 ans qui meurt au fond d'un silo, à Bazancourt, dans la Marne, dans un silo poussiéreux, obscur, et après une journée de travail, 36 degrés à l'ombre, après une journée de travail harassante, personne n'en parle. Si nous, on ne met pas le coup de projecteur là-dessus, spontanément, la presse n'en parlera pas. Si ça se passe ici, évidemment, ça se passe sur la Tour Eiffel, là, on va en parler. Il y a une actualité justement qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire. Un accident qui se passe à Massy, juillet dernier, ça, donc en pleine vacances scolaires. C'est un ingénieur de la SNCF qui meurt enseveli. Regardez. Hier, en fin d'après-midi, un ingénieur SNCF Réseau est mort, enseveli dans un éboulement à proximité des voies. Toutes ces liaisons entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest ont été interrompues. Des milliers de passagers sont évidemment restés bloqués plusieurs heures dans les trains. Vous le voyez, dans plusieurs coins de la France, le trafic a repris progressivement dans la soirée. Finalement, très peu de perturbations ce matin, un trafic quasi normal. Après des heures de paralysie hier. À l'origine de ce blocage, un accident en fin d'après-midi. Un cadre de la SNCF est enseveli lors d'un éboulement sur ce chantier à Massy-Palaiseau en banlieue parisienne. L'éboulement mortel s'est produit sur ce chantier, près des voies de la gare de Massy-Palaiseau dans l'Essonne. Un ingénieur SNCF de 55 ans a été enseveli lors de l'affaissement. Nous avons décidé d'arrêter, de suspendre les circulations, notamment les circulations grande vitesse, de et vers les lignes sud-ouest et atlantique. Cela a entraîné des retards très importants. Un accident qui forcément a énormément impacté le trafic. Nous sommes passés près de la gare. Les trains étaient effectivement bloqués à l'arrêt. Les passagers semblaient désemparés. À peine le temps d'arriver, on a vu les problèmes sur la ligne. Et donc on a décidé, on n'a pas le choix, on va attendre ici. Je pense qu'à mon avis, pour ce soir, ça risque d'être compliqué. Je vous voyais faire ça de la tête, Véronique je rejoins ce qui vient d'être dit. Là, on a beaucoup plus parlé de la perturbation du trafic, et c'est pour ça qu'on en a parlé, que de la mort de cet ingénieur. Et je regardais dans les bandeaux, c'était indiqué un ouvrier meurt aussi. Il y a eu aussi une première information sur le fait que c'était un ouvrier qui est complètement révélateur de la représentation qu'on a des accidentés du travail et qui se trouve être objectivée par les statistiques. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de la population gênée, et ça, malheureusement, il y a énormément d'exemples comme ça où finalement la mort au travail est complètement invisibilisée derrière les populations qui peuvent être impactées, et ce pourquoi finalement le sujet est traité. Alors c'est vrai que ce traitement-là, il est global à tous les médias qui ont en tout cas parlé de cette actualité-là. En plus, on est en pleine vacances scolaires, donc évidemment, la notion de transport et d'empêchement de prendre le train dans cette période-là est un peu sensible. Mais ce qui est assez frappant aussi, c'est ensuite qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit de cette histoire, parce qu'évidemment, une enquête a eu lieu, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le Parisien, notamment d'autres médias, ont repris une dépêche AFP qui donc expliquait tout récemment, c'était le 21 octobre dernier, que bien une enquête qui avait été au départ diligentée a été requalifiée en homicide involontaire contre X, avec des soupçons d'infraction délictuelle au droit du travail. Alors malheureusement, ça, les téléspectateurs n'auront pas cette information, puisqu'on a fait les recherches et on n'a pour l'instant pas trouvé de suivi de cette histoire-là dans les médias, ce qui rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, on commence à traiter une histoire et puis après, on ne sait plus trop où elle va. On commence même pas à la traiter, on reste dans le descriptif. On dit qu'il y a eu un accident, et puis effectivement, derrière, on ne cherche pas à savoir ni comment, ni pourquoi, etc. L'actualité prend le pas sur le reste, et puis on passe à autre chose. Ça a été le cas pour votre collègue. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un suivi qui a été fait Oui, il y a eu un suivi parce qu'on était là. C'est certain que si nous, en tant qu'association, on n'avait pas été là pour mettre la pression, pour rappeler ce qui s'était passé, pour organiser des rassemblements sur le parking de l'usine,
pour organiser des rassemblements devant le tribunal quand on est allé au pénal, quand la famille est allée ensuite au pôle social à Saint-Brieuc. À chaque fois, on était là pour alerter les médias, pour organiser un événement, comme disait Philippe tout à l'heure. Il faut que ce soit un peu visible, qu'il se passe un peu quelque chose pour que les médias soient là. Il n'y avait pas des tonnes de médias, mais il y avait un petit peu de médias qui étaient là. Et effectivement, le fait aussi d'avoir relaté cette histoire en écrivant un bouquin, évidemment, pour maintenir l'intérêt. Et si on n'est pas là, si on n'est pas là pour faire ça, effectivement, l'histoire de Quentin, personne n'en aura entendu parler. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer d'expliquer en fait tout simplement qu'est-ce qu'un accident du travail en fait. Qu'est-ce que c'est un accident du travail en termes de définition quasiment même juridique, Véronique Daubat-Le-Tourneux? Alors, c'est effectivement une définition médico-légale qui est inscrite dans le Code de la sécurité sociale, donc est considéré comme accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail en temps et lieu de travail. Donc ça peut être une lésion physique ou une lésion psychique qui est identifiée à un moment vraiment précis. Oui, c'est un événement brutal. Il faut que l'événement soit connu, à contrario d'une maladie professionnelle qui va survenir à la longue d'exposition professionnelle, mais qui ne pourront pas être datées précisément sur un événement particulier. D'accord, donc ça c'est les critères dont a besoin la sécurité sociale pour pouvoir dire c'est un accident du travail. Tout à fait. Alors cette catégorie, elle existe, elle prend sa source dans une législation qui date de la fin du 19e siècle, qui est la loi du 9 avril 1898. Et en fait, je prends la peine d'en parler parce que finalement, c'est une définition qui marque un compromis entre la nécessité de prendre en charge les blessures survenues au travail et de l'autre, l'impossibilité d'aller au procès pour toutes les blessures survenues. Donc, on a cette automaticité de prise en charge pour toute blessure psychique ou physique survenant dans le cadre du travail. Mais là où je voudrais insister, c'est que ça protège les personnes qui sont en relation de subordination par rapport à leur employeur. Qui sont salariés. Voilà, qui sont salariés. Intéressons-nous maintenant aux chiffres des accidents du travail. C'est donc ceux qui sont communiqués par la sécurité sociale, c'est ce qu'on vient de dire, et qui sont repris ensuite par les médias, puisque la sécurité sociale communique tous les ans via un rapport sur les accidents du travail, pas seulement, mais sur les accidents du travail notamment. Les chiffres d'ailleurs sont sortis là tout récemment pour 2020. Alors, effectivement, et d'après, c'est ce que relaye la majorité des médias qui en parlent, le Covid biaise les chiffres sur les accidents du travail, surtout les périodes de confinement qui ont fait que les gens n'ont pas été sur les chantiers, etc. Et que du coup, il y a une baisse évidente, brutale des accidents du travail. Alors on va aller peut-être du coup sur les chiffres de 2019 pour avoir un peu une réalité plus comment dire, en tout cas une situation plus réaliste par rapport aux accidents du travail. On a une colonne qui est la colonne accidents du travail. Et alors là, on a plusieurs chiffres, Véronique Daubat-Le-Tourneux. On a un premier chiffre qui est le nombre de déclarations, un peu plus d'1 270 000. Ensuite, on a un autre chiffre, des déclarations complètes, un peu plus de 900 000. Un troisième chiffre, nombre de sinistres reconnus, 880 000. Et puis ensuite, un nombre qui est de 655 000, celui des sinistres avec arrêt et ou incapacité. Alors, c'est très abscon pour tous ceux qui, comme moi, ne sont pas le nez dans le guidon de ces chiffres au quotidien. Concrètement, c'est quoi la différence entre tous ces chiffres-là qui sont dans cette même colonne d'accidents du travail ? Là, ce sont vraiment les données de gestion de la direction des risques professionnels de l'assurance maladie. Le nombre de déclarations, plus d'1 200 000, c'est toutes les déclarations qui vont arriver dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, déclaration d'accident du travail. Donc, pour le rappeler, en fait, tout accident du travail doit être signalé à l'employeur dans les 24 heures par le salarié accidenté. Et l'employeur a 48 heures ensuite pour adresser la déclaration à la sécurité sociale. Donc, si on est en dehors de ces clous-là, on n'apparaît pas dans dans la nomenclature. Le risque, c'est que ce ne soit pas reconnu. Enfin, donc là, le nombre, en tout cas, le nombre du haut, c'est le nombre total de déclarations d'accident du travail reçues. Ensuite, il y a tout un travail des agents des caisses qui vont vérifier les dossiers. Et parce que 24 heures, c'est très rapide pour déclarer. Oui, mais pour signaler à l'employeur. Pour signaler à l'employeur. Mais oui, mais on est dans la logique aussi d'immédiateté. Oui, bien sûr.
Après, il faut savoir qu'il y a une possibilité de signaler dans les 2 ans aussi, si jamais l'employeur ne signe. Mais bon, ça, c'est du détail juridique. Ensuite, le nombre de déclarations complètes, ça va être suite à l'étude des dossiers par les caisses, il va y avoir des déclarations qui vont être mises de côté parce qu'incomplètes. Ouais. Et puis, sur ces déclarations complètes, il y a une enquête administrative qui est menée par la Sécurité sociale, justement pour vérifier ce qu'on appelle la matérialité de l'accident du travail, à savoir est-ce que c'est bien lié au travail, est-ce que c'est bien survenu au travail. Et du coup, là, vous voyez qu'il y a 94% des déclarations complètes qui donnent lieu à une reconnaissance. C'est ça. Et on connaît donc les accidents reconnus et plus globalement, on va donner le nombre de 655 715 qui est le nombre d'accidents du travail avec arrêt, puisque c'est à partir de là que finalement il y a un coût avec arrêt, donc il y a un versement d'indemnité journalière. Enfin voilà, donc c'est la différence dans les différents... Qui écrit la déclaration ? La déclaration, elle est complétée par le supérieur hiérarchique ou l'employeur, et puis sur les dires du salarié accidenté ou des témoins qui étaient présents. Il y a 5 lignes qui sont remplies, c'est très, très succinct, et la plupart du temps, quand la blessure est grave, le salarié n'est pas en mesure de décrire. D'accord. Est-ce que du coup, c'est un sujet, ça, le fait que ce ne soit pas une écriture... une coécriture, parce que j'imagine que l'employeur, il a 10 000 autres choses administratives à faire et que du coup, s'il n'y a que 5 lignes, il va aller à l'essentiel. S'il y a un détail qui manque et qui peut être un détail qui aurait pu jouer en faveur du salarié pour une déclaration d'accident du travail, est-ce que ça, c'est un sujet, selon vous, la question de la déclaration ? Alors, en tout cas, moi, ce qui m'a incité à mener des enquêtes auprès des accidentés du travail, c'est que c'est vrai que la connaissance statistique que l'on a des accidents du travail, elle n'est pas fondée sur les récits des accidentés. Elle est fondée sur ce document qui est un imprimé CERFA très, très, très succinct. Administratif, quoi. Après, il y a quand même des enquêtes accidents du travail qui peuvent être menées au sein des entreprises. Il y a toute une connaissance fine qui peut être menée, mais de manière systématisée, c'est plutôt la déclaration d'accident du travail, donc il y a un document très succinct. Ouais. Et aller voir les accidentés eux-mêmes, c'est aller au plus près du travail réel, de l'activité réelle de travail, pour comprendre comment l'accident du travail est survenu. Ouais. Et c'est ça ce que je suis allée essayer de regarder dans mes enquêtes. Mais là, on a une perte de 30% entre le nombre de déclarations qui arrivent à la sécurité sociale et le nombre d'accidents du travail réels, selon la sécurité sociale, on a une grosse déperdition quand même. Il ne me semble pas que ce soit 30%, parce qu'il y a 94% de déclarations reçues qui donnent lieu à un avis favorable. Oui, alors par exemple, le nombre de déclarations à 1 200 000 et le nombre de déclarations complètes, déjà là, on perd déjà beaucoup de déclarations déjà. Oui, tout à fait. Mais alors là, il faudrait aller regarder de plus près pourquoi elles étaient incomplètes. Là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux maladies professionnelles, le taux de reconnaissance de décision favorable est beaucoup plus important pour les accidents du travail que pour les maladies professionnelles. Alors, il y a aussi des déclarations qui ne sont pas faites et par définition qu'on ne peut pas estimer. Donc, regardez cet extrait d'un reportage signé d'envoyé spécial sur France 2 qui a été diffusé en janvier 2021. C'est un journaliste qui se fait embaucher pendant 9 jours comme intérimaire dans un entrepôt avec micro et caméra cachée. Il se blesse et il veut donc déclarer sa blessure en accident du travail. Et voilà ce qu'on lui répond. Avant de partir, Pierre veut savoir si une blessure pourrait remettre en cause son embauche pour une éventuelle prochaine mission. En fait, je suis allé voir un médecin parce que je me suis fait une tendinite. D'accord. Je ne sais pas quoi faire par rapport... mon médecin il m'avait dit, mais là, il faut que tu passes en accident du travail, etc. parce que c'est trop... Alors, je vais être honnête avec toi, si tu le passes en accident du travail, ils n'aiment pas du tout ça. Tu seras plus harpon. C'est sûr à 100%. Il vaut mieux que tu te reposes une semaine ou plus si besoin, mais que tu ne le passes pas en accident du travail. C'est horrible de dire ça. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça ne me plaît pas non plus. Hein. Mais c'est un petit peu la politique ici. Donc ça veut dire, si je déclare un accident du travail, je suis blacklisté, je ne pourrais plus travailler ici. Tu ne pourras plus travailler ici. Ah ouais. C'est pas compliqué. Hein. Tous les athées, qu'ils soient réels, pas réels, graves, pas graves, en général, ils ne reviennent pas. Ah ouais, ok. Non. Ah ok, c'est dur. C'est dur, mais c'est l'intérim. Parce que dans le monde de l'intérim, on a du choix. Donc, on ne se casse pas la tête. Philippe Poutou, vous vouliez réagir ? Oui, il y a plein de choses, mais sur les chiffres, je pense qu'il y a une grosse différence aussi entre les accidents du travail sans arrêt,
sans arrêt maladie ou sans arrêt du travail par la suite. Et il y a les arrêts du travail avec des jours d'arrêt et les accidents du travail qui se traduisent par des handicaps ou des réserves médicales par la suite. Donc il y a aussi tous ces chiffres-là. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs et qu'il y a des différences. Mais je voulais réagir sur le mot accident. Parce qu'en fait, le mot est juste dans le sens où c'est un événement brutal, hein, à l'opposé de la maladie professionnelle, parce que la maladie professionnelle aussi tue énormément. Là, si on devait rajouter les chiffres des salariés qui sont victimes de maladies professionnelles, ce seraient des chiffres encore plus préoccupants, hein, notamment l'amiante. Donc l'accident, ce terme, il est faux parce qu'en fait, c'est pas accidentel en réalité la plupart du temps. Et d'ailleurs, ça a été dit pas mal dans une tribune récemment dans Libération d'une universitaire qui expliquait ça. Et en fait, on n'est pas dans l'accidentel. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est caché, parce qu'en fait, c'est la réalité du travail qui tue, mais c'est la réalité de l'exploitation qui tue. C'est pas le travail au sens neutre, hein, qui tuerait des gens. C'est qu'il y a une réalité de l'exploitation, et puis notamment ces derniers temps, enfin ces dernières années ou ces dernières décennies, avec une intensification du travail, une charge du travail, l'accumulation de tâches, que ce soit dans une usine ou sur les chantiers et tout ça. Donc il y a une pression de plus en plus importante qui fait que les salariés sont souvent coincés, et donc il y a une prise de risque, et cette prise de risque, c'est une mise en danger des salariés, et c'est ça qui tue. Et donc on est complètement confronté à ces politiques-là, ce qu'on appelle les gestions management, les gestions RH, mais en réalité derrière, c'est des choix politiques, c'est des choix économiques. Et là, oui, il y a une mise en danger. On peut dire qu'il y a des politiques criminelles qui sont mises en place, hein, de ce point de vue-là, puisque de toute façon, il y a pas mal de décès qui sont la conséquence, hein, des conditions de travail de plus en plus dégradées, et personne, en tout cas dans l'entreprise, cherche à améliorer la situation. Et le petit truc que je rajouterais aussi, c'est on discute beaucoup quand dans la rue, quand il y a de la délinquance ou quand il y a de l'insécurité. On entend beaucoup tous les réactionnaires qui disent il faut des policiers dans la rue, ça ira mieux, tout ça. Et c'est bizarre parce qu'au travail, face à l'insécurité justement au travail, on nous enlève ce qu'on pourrait considérer comme des policiers, c'est-à-dire on nous enlève à la fois des médecins du travail, il y en a de moins en moins, et il n'y a plus les visites comme avant, enfin il n'y a plus le suivi médical comme avant. En plus, là c'est ce qui concerne plutôt la maladie professionnelle, et on nous enlève les contrôleurs du travail ou les inspecteurs du travail. Il y en a de moins en moins. Et on voit bien aussi ce souci d'enlever des contraintes ou d'enlever des pressions à l'entreprise et au patronat. Et puis donc, du coup, de laisser une jungle se développer. Il y a de moins en moins de droits. Et à côté de ça, il y a toutes les lois, les ordonnances Macron et tout ça qui ont contribué à enlever des moyens de défense pour les salariés, notamment les CHSCT qui disparaissent. Donc on est de plus en plus dans un monde cynique et brutal. Et donc, effectivement, c'est finalement faire croire que l'accident, quand il arrive, il est accidentel, c'est une maladresse, ou alors c'est pas de bol. C'est un peu ça aussi. Vous êtes d'accord avec ça, Véronique de Balletourneau, sur le mot même d'accident? Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir? Tout à fait. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ce que je dis, c'est qu'un accident du travail, c'est un processus, parce qu'il ne s'arrête jamais à la date de la survenue de l'accident. Il se prolonge, y compris pour les proches. Il touche des familles entières. Mais lui-même inscrit dans un processus. C'est-à-dire qu'en amont comme en aval, c'est inscrit dans une organisation du travail qui effectivement reflète des choix qui vont générer des accidents du travail, des blessures et les choix, oui, de travail sous pression, travail dans l'urgence, d'intensification du travail. Effectivement, ça ressort énormément dans mes enquêtes, mais également dans les statistiques de la DARES, sur les enquêtes conditions de travail. Et puis, je voulais juste souligner que c'est vrai que les données qui viennent de sortir sur 2020, on dit qu'il y en a moins à cause du Covid, mais le Covid a quand même mis en évidence la très, très forte inégalité des travailleurs par rapport aux possibilités de se protéger dans leur santé au travail ou pas. Et ceux de la première ligne, en fait, on sait qu'en plus, ils cumulent un certain nombre de pénibilités, en plus du risque de contamination au virus. Donc voilà, c'était aussi important de ne pas forcément dire qu'avec le Covid, ça va mieux, quoi. Oui, bien sûr. Eric, lui, vous avez travaillé donc pendant près de 3 ans comme cordiste chez Cristanol, une filiale de Cristal Union, le géant du cycle français. C'était un chantier parmi d'autres. Oui, absolument. Pour ce chantier-là, en tout cas, on sait que c'est un secteur qui recrute énormément de travailleurs intérimaires. Ouais. C'est d'ailleurs le syndicat des entreprises du secteur, le SFETH, syndicat français des entreprises de travail en hauteur, qui l'écrit noir sur blanc sur un de ces documents décryptés notamment par le journaliste Franck Desprez dans ses enquêtes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son travail pour Blast, Bastamag ou Binge Audio, qui est saisissant de précision sur les conditions de travail des cordistes. Et alors dans votre livre, On a perdu Quentin, Éric Louis, vous écrivez que le jour de l'accident mortel de votre ancien collègue Quentin Zaraoui Bruat, sur les 12 cordistes présents ce jour,
un seul était en CDI, un autre en CDD, et donc les 10 autres étaient intérimaires, dont Quentin. Est-ce que vous avez été témoin d'accidents du travail, comme on l'a vu d'ailleurs avec cette caméra cachée, où la société intérimaire ou la société sous-traitante incitait les ouvriers à ne pas déclarer les accidents du travail? Comme on le voit, oui, ça arrive régulièrement. On sait très bien que l'accident du travail, notamment si ça génère un arrêt, etc., il y a des pénalités au niveau des cotisations pour les entreprises. Donc elles ont tout intérêt à minimiser les déclarations. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est même pas que l'employeur il a mis autre chose à faire, il n'y a que le 5 lignes à remplir, c'est que lui, il a un intérêt concret à ce que l'accident du travail ne soit pas déclaré comme un accident du travail. Ça vous est arrivé, vous? Ça m'est pas arrivé, j'ai pas été frappé par l'accident du travail. Peut-être parce que je travaille pas beaucoup, c'est peut-être pour ça, je me préserve. Mais j'ai un exemple frappant là sous les yeux. Par exemple, les cordistes doivent toujours travailler en binôme. L'employeur doit organiser le travail de manière à ce que un secours puisse être apporté immédiatement à la victime. Parce qu'il se passe quelque chose chez les cordistes, c'est qu'on est dans un harnais. Tant qu'on est dynamique dans un harnais, tout va bien. Si jamais on a un malaise, qu'on devient inactif dans ce harnais, au bout de 10 minutes, on est mort. C'est le syndrome du harnais, parce que la circulation du sang se coupe, le sang s'empoisonne, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend, le cordiste est mort, ou alors s'il est sauvé à temps, il aura des lésions irréversibles. Donc c'est pour ça que le travail doit être organisé de cette manière-là. En 2019, on a un cordiste qui travaille sur une façade. Il travaille sur une façade et il y a un gars qui est avec lui, qui est en haut, qui est sur le toit, et qui ne sait pas lui apporter un secours. Malheureusement, ce cordiste fait un malaise. Et tout ce que peut faire son collègue, alors pour des raisons d'économie, parce qu'un cordiste, ça coûte quand même un peu plus cher qu'une vigie qu'on met là comme ça. Donc ce cordiste appelle les secours, mais le temps que les secours arrivent, le gars qui est sur la corde est décédé. Donc là, on ne sait pas. Donc on ne sait pas si, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas si c'est un accident du travail. Qu'est-ce que ce gars, est-ce qu'il est mort tout de suite? Est-ce qu'il est mort suite au syndrome du harnais, etc. On ne sait pas. Toujours est-il que l'accident arrive le 5 septembre. L'employeur fait sa déclaration le 19 septembre, 15 jours après. Ce monsieur dit « Ah ben moi, comme il est mort pas dû au travail, il est mort d'un malaise, etc. Moi, je ne savais pas qu'il fallait faire une déclaration du travail. » Ah oui, c'est ce que dit l'employeur. Donc là, c'est ce que dit l'employeur. Là, délibérément, pendant 15 jours, il ne fait pas de déclaration. Alors du coup, normalement, qu'est-ce qui se passe Alors, j'ai pas fini. Sous la pression de la veuve de ce garçon, il fait sa déclaration 15 jours après. Et quand il fait sa déclaration, il écrit à la CPAM. Et qu'est-ce qu'il met en intitulé, en objet, demande de déqualification d'accident du travail et d'instruction. Voilà, il fait sa déclaration 15 jours après, au lieu des 48 heures, et il demande à ce que ça ne soit pas considéré comme un accident du travail et qu'il y ait une instruction pour démontrer que ce n'est pas un accident du travail. Parce que ce patron, il sait très bien qu'il est en infraction avec le Code du travail parce qu'il a envoyé un gars avec un binôme qui était incapable de le secourir. Donc alors, voilà, du coup, on connaît la décision. Oui, on connaît la décision. Donc, ce document, on a réussi à se procurer par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Et malheureusement, il est tombé sur quelqu'un qui n'est pas rentré dans son jeu du tout. Et l'accident a forcément été déclaré en accident du travail, bien évidemment. Et la veuve a été indemnisée et elle touche une rente d'éducation pour sa petite fille qui avait 5 ans le jour de l'accident. Parce que ce qui est sous-jacent à ce que vient de dire Eric Louis, c'est qu'en fait, il y a un intérêt financier aux entreprises à ne pas déclarer ou à mal déclarer les accidents du travail. Véronique de Balletourneau. Alors, en fait, en 1945, le législateur a voulu relier réparation et prévention. Et du coup, les cotisations d'accident du travail sont uniquement payées par les employeurs, contrairement aux cotisations pour la maladie. Donc, quand on parle du trou de la sécurité sociale, c'est la branche maladie. Oui. Mais il y a une branche ATMP, donc accident du travail, maladie professionnelle, qui n'est pas en déficit, qui est alimentée uniquement par les cotisations. On la voit sur les bulletins de paye, de salaire, on voit. Voilà, c'est la cotisation ATMP, et c'est vrai que l'idée, c'était que ce soit incitatif. C'est-à-dire que, comme pollueur-payeur, c'est-à-dire que les entreprises ont intérêt à ne pas avoir trop d'accidents du travail pour ne pas trop payer. Parce qu'en fait, le taux de cotisation est lié au nombre d'accidents du travail déclarés par l'employeur? Alors oui, il y a des nuances. En dessous de 20 salariés, c'est un taux fixe qui dépend de la branche. D'accord.
Au-dessus de 150, à partir de 150 salariés, c'est un taux au prorata des effectifs réels et de la sinistralité réelle dans l'entreprise. Donc du nombre d'accidents du travail. Mais à N-2. D'accord. Et puis entre les deux, c'est ce qu'on appelle un taux mixte. D'accord. Et c'est vrai que malheureusement, il peut y avoir un effet pervers à ce lien entre réparation et prévention avec une organisation de sous-déclaration ou d'incitation à ne pas déclarer. Et c'est vrai que le reportage pour moins payer. Voilà, pour moins payer. Il y a aussi des logiques d'affichage. Pour certains sous-traitants, on va mettre dans le cahier des charges qu'on va privilégier les entreprises à zéro accident. Il y a des entreprises qui font la prime aux équipes c'est possible, où il y a zéro accident. Non, c'est absolument pas possible. Est-ce que c'est légal, ça, de demander sur un cahier des charges le donneur d'ordre accident, peut établir le cahier des charges qu'il souhaite établir. Mais du coup, en fait, on sait qu'il y a des effets pervers à cette tarification au regard de la réalité des accidents du travail, avec des incitations à sous-déclarer ou aussi une pression sur l'emploi. Vous l'avez bien montré dans le reportage pour les intérims. Moi aussi, j'en ai rencontré qui, effectivement, ne sont pas repris ensuite en mission. Donc, il peut y avoir, juste pour terminer, cette sous-déclaration, elle peut aussi, malheureusement, des fois, être complètement intégrée par l'intérimaire lui-même ou le salarié qui va minimiser aussi pour justement être repris en mission derrière. Et institutionnalisée aussi, du coup, quelque part. Puisque c'est la formule, elle n'émane pas de l'employeur. C'est l'État, en tout cas l'assurance maladie, qui décide que la formule soit celle-là. Et donc, du coup, elle institutionnalise même cette tendance à la sous-déclaration. C'est peut-être pas aussi systématique. Je pense que c'est un réel effet pervers, cette tarification liée à la prévention. Après, c'est vrai que c'est surtout en globalisant accident du travail et maladies professionnelles. Depuis 1996, il y a une commission qui, tous les ans, est chargée d'évaluer le montant que la branche AT-MP doit rembourser à la branche maladie au titre de cette sous-déclaration. Donc, cette sous-déclaration, elle est connue, elle est reconnue et pour le coup, elle est institutionnalisée. On sait que tout n'est pas reconnu. Philippe Poutou, en 2011, pour votre candidature à la présidentielle, vous préconisiez que les employeurs payent plus de cotisations s'agissant notamment des accidents du travail. Ça voudrait dire qu'il faudrait modifier en fait le calcul. Qu'est-ce qui, selon vous, serait plus adéquat pour pouvoir justement être plus efficace pour lutter contre à la fois ces sous-déclarations et puis pour mieux appréhender les accidents du travail? Il faudrait plein de choses, mais la question de fond, à notre avis, c'est la question de la démocratie dans l'entreprise, c'est la question du pouvoir. Et c'est vrai que là, ça a été dit juste avant, c'est que plus il y a un pouvoir patronal illimité, ou plus il y a un rapport de force favorable ou défavorable suivant là où on se trouve, il est évident qu'on subit des abus énormes. Et il y a, la mise en danger des salariés semble augmenter et elle est complètement liée à la précarisation du travail, à la peur de perdre son travail, et on est sous pression en permanence. Et il y a un chantage qui est une réalité quotidienne dans l'entreprise, et y compris même dans des endroits qui ne semblent pas dangereux, comme les centres d'appel. D'ailleurs, là, c'est des gens qui craquent psychologiquement sous pression parce qu'ils ne peuvent pas dire non, ils n'osent pas dire non, et on est là-dedans. Et la sous-déclaration, effectivement, des accidents du travail, elle est énorme, en fait. Et alors, il y a des endroits où ça triche plus que d'autres endroits. Là où vous étiez, à l'usine Forne de Blanquefort, c'était ça trichait, oui, ça trichait, évidemment. Oui. Les arrangements, on te met en congé à la maison et tu n'es pas en arrêt du travail. Enfin, voilà, bon, ça, c'est des choses qui étaient des classiques. Mais alors, qu'est-ce que peut faire, par exemple, un délégué syndical comme vous l'étiez, ou les syndicats en règle générale, enfin les représentants des salariés dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel rôle ils peuvent jouer et quelles actions ils peuvent mener pour justement aller à l'encontre de ça? Eh bien, il y a d'abord deux appuis, en fait. Il y a la législation, mais la législation, elle recule. Plus de CHSCT, des droits qui diminuent. Et puis, dans un contexte, encore une fois, où c'est de plus en plus difficile, finalement, de contester, parce qu'il y a la peur derrière des conséquences. Et après, c'est la mobilisation. Donc, c'est la mobilisation qui peut s'appuyer à la fois sur la législation, quand elle existe, ou en tout cas se battre pour l'améliorer. Et puis après, c'est aussi contacter inspectrice ou inspecteur du travail, médecine ou médecin du travail. Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est de moins en moins évident parce que toutes ces institutions-là sont fragilisées elles aussi.
Donc on est dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'après, on le voit bien, de toute façon, les dégâts vont être énormes, parce que là, on parle d'accidents du travail. Bon, la courbe des accidents du travail, elle n'augmente pas en flèche, mais on sait qu'à côté de ça, il y a le suicide au travail, la souffrance psychologique, les burn-out, et puis des maladies professionnelles qui font du dégât aussi, comme les troubles musculo-squelettiques. Il y a pas mal de choses qui se passent. Donc on voit bien les dégâts du travail, on voit bien comment tout ça s'amplifie. Et donc la riposte, après, c'est ce qui nous manque, en fait, nous, salariés, c'est la confiance en soi et la capacité de s'organiser, de se défendre, de se faire respecter. Ça suppose, à notre avis, des mouvements profonds pour changer la donne. Alors justement, sur la dynamique d'évolution des chiffres des accidents du travail, là, les chiffres qui nous sont donnés donc, par l'assurance maladie tous les ans et qu'on a vu pour 2019, là, le tableau qu'on vous montrait tout à l'heure, là, on est uniquement sur les salariés du secteur privé. Ça veut dire qu'on a tout un tas d'autres professions, secteurs qui ne sont pas représentés dans ce tableau-là et dans ces chiffres-là, donc. Véronique de Balle-Tourneux ? Oui, tout à fait. Là, c'est le régime général, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas de connaissance globale de la totalité des accidents du travail survenus. D'abord à cause de ce découpage en différents régimes. Ça veut dire qu'il manque quoi là, il manque toute la fonction publique, il manque le régime de la MSA pour les agriculteurs, il manque tous les régimes spéciaux, le régime des marins, la SNCF, enfin, voilà. Il y a un découpage. Les indépendants Au niveau des salariés, il y a ces régimes-là. Et puis, il n'y a pas les indépendants non plus, sauf les seuls indépendants pour lesquels on connaît la réalité des accidents du travail, c'est dans le secteur agricole, pour les exploitants agricoles qui ont une assurance accident du travail automatique. D'accord, et qui ne sont pas recensés dans ce tableau-là, mais qui sont recensés en dehors dans leurs propres statistiques. Dans les statistiques MSA. Mais c'est vrai que le projet de créer un entrepôt de données, je reprends les termes qui paraissaient dans les différents plans santé au travail, donc qui regrouperait un peu toutes ces statistiques-là pour avoir une connaissance globale, et pour l'instant rester lettre morte. En tout cas, il n'y a pas de connaissance globale. Donc là, les livreurs Uber dont on entend parler tous les jours quasiment, qui sont accidentés au travail. Alors, travail, c'est un peu compliqué de dire du travail puisqu'ils ne sont pas forcément tous salariés, et c'est le problème. Là, ils n'apparaissent pas. Et donc, du coup, ils apparaissent où ? Dans quel recensement officiel on n'a pas, sur la santé au travail, des auto-entrepreneurs qui sont quand même ou des travailleurs de plateforme, on n'a rien de systématique, en fait. Donc ça veut dire que ce recensement-là, qui est aussi produit pour faire de la prévention, en fait, il est biaisé à l'échelle de l'ensemble des travailleurs de France. Ben, c'est vrai qu'on est dans la logique du régime général, si vous voulez, c'est la logique de sécurité sociale. Donc, ce recensement, ces statistiques, ce sont des statistiques de gestion aussi. C'est pas que ça peut déboucher sur effectivement des réflexions qui sont au niveau des branches, qui sont gérées de façon paritaire pour identifier des priorités. En termes d'action, de prévention des accidents du travail. Mais c'est vrai qu'on a aussi une logique juste de coût pour voir l'équilibre entre les recettes et les dépenses et d'organisation de la sécurité sociale dans son ensemble. Oui. Moi, j'ai le sentiment que, ou même la certitude, ça engage que moi, mais que les institutions en ont absolument rien à foutre des accidents du travail. Là, on parle, vous dites, pour faire de la prévention, c'est absolument pas le cas. La prévention dans le monde du travail, nous, on travaille avec l'OPBTP, c'est des mesures. L'OPBTP, l'organisme de prévention dans le domaine du BTP. Le BTP, c'est le secteur le plus accidentogène, le plus mortel de France. Et tout ce qu'on nous propose, c'est de la cosmétique, c'est du gadget, c'est des équipements pour. Mais c'est de la rigolade, c'est de la rigolade. Et j'en veux pour preuve que les institutions s'en foutent, c'est qu'au niveau de la sécurité routière, la violence routière, on a tous un souvenir d'un spot publicitaire et régulièrement pour la sécurité routière, etc. Il y a des gros moyens qui sont, c'est des millions, c'est gros moyens qui sont mis en œuvre avec vraiment de la prévention. Il faut faire baisser les chiffres. Et c'est très bien. Moi, je suis pas contre. C'est très bien. On nous rabat les oreilles avec les chiffres de la sécurité routière et tout. On passe à 80, on met des radars et en plus ça rapporte du fric. Qui ici a entendu un spot publicitaire concernant les accidents du travail, de prévention ou de quoi que ce soit concernant les accidents du travail? Jamais. Et nous, quand on interpelle le ministère, c'est au bout de 2 ans qu'ils commencent à se réveiller et qu'on leur dit « Oui, mais nous, on est que 10 000 salariés, on a 26 morts en 15 ans,
c'est probablement, on a fait des statistiques, c'est probablement la profession la plus mortelle de France. Il faudra peut-être commencer à se bouger, sans compter les accidents graves, etc. Ça, vous êtes les seuls à faire ce recensement d'ailleurs. On est Personne les- d'autre ne alors, le fait. effectivement, ce recensement, comme on n'a pas de code APE, incidents. on ne rentre pas dans les statistiques, on est ventilé dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'industrie, un peu dans l'intérim, mais on n'entre dans aucune statistique. Nous, on a fait ce recensement, on l'a fait nous-mêmes, et aujourd'hui, on arrive à ce chiffre qui est peut même peut-être pas exhaustif. Alors, on voit d'ailleurs Voilà. cette liste, vous pouvez le trouver sur le site Cordistes en colère, Cordistes solidaires, où effectivement vous recensez le dernier accident du travail recensé date de juin 2020, un certain Sylvain. Ça, c'est comment vous les récupérez là, ces noms, ces accidents du travail, et quelles sources vous utilisez pour pouvoir produire ce recensement? Il y a plusieurs sources. On fait un petit peu comme Mathieu Lépine aussi. Comme on est dispatché sur tout le territoire français, il y a forcément un cordiste quand on parlait d'un accident qui voit un truc dans un journal, on s'intéresse et puis du coup on va voir, on cherche, on creuse et puis là une fois qu'on est sûr qu'on a une fois qu'on a on a vraiment des noms, on a des circonstances, etc. C'est pas quelque chose dans le vague. On le met dans notre recensement. Et après, pour les accidents antérieurs, on est allé voir aussi sur Internet, trouver des pistes, essayer de contacter des gens, des collègues qui étaient là, des entreprises. Enfin, on a tous les moyens possibles, imaginables. C'est un gros boulot pour arriver à ces quelques noms. Et vous proposez aussi d'ailleurs aux cordistes de se signaler. Il y a une fiche incident, accident, signalement, où vous leur disiez, voilà, dès que vous leur dites, voilà, il vous est arrivé quelque chose, venez vers nous, signalez-nous. Voilà. Et ça fonctionne? Il y a des gens qui vous contactent comme Il ça? y a quelques cordistes qui nous font des remontées. Mais ce que j'aimerais dire aussi là-dessus, c'est qu'en 2019, on rencontre le SFETH, qui est en gros, qui sont les 40 plus grosses entreprises de travaux sur corde en France. En gros, c'est le MEDEF de la corde. C'est le syndicat patronal. Ils sont 40 sur 600, c'est le MEDEF de la corde. On les rencontre à l'occasion des championnats de France des cordistes en 2019. On fait une table ronde avec eux, on impose les sujets, et on leur dit l'accidentologie, c'est un problème majeur, la mortalité au travail chez les cordistes. Et il faut qu'on fasse une plateforme accidentologie, mais on a besoin de vous parce que c'est des gros moyens et puis il faut que vous participiez. Et on le fait ensemble. On le fait ensemble, voilà. Alors, pour une fois, on ne passait pas pour des marxistes le couteau entre les dents. On voulait bien collaborer, entre guillemets, avec le patronat pour faire quelque chose qui fasse avancer la cause des cordistes. Et du coup, donc, le SFETH s'engage à faire ça. S'engage de quelle manière? Là, s'engage. On avait commencé les travaux. On avait fait une première réunion, une deuxième réunion pour mettre en place cette plateforme d'accidentologie à laquelle tous les cordistes pouvaient abonder, mais aussi bien les entreprises de travail temporaire et aussi bien le patronat. C'était ouvert à tout le monde pour faire vraiment un recensement des travaux sur corde, des accidents dans les travaux sur corde. Et puis dégager des tendances, et puis pour faire de la prévention, parce que pour éviter un accident, il faut comprendre pourquoi il s'est passé, comment il s'est passé. Visiblement, cette plateforme, elle n'a jamais eu lieu, étant donné que c'est vous qui l'avez fait. Eh ben voilà, nous, à minima, on fait ça, parce que un jour, le CFETH nous envoie un mail en disant « Oui, mais non, c'est plus notre priorité, etc. On n'a plus les moyens. » Alors que ces gens-là, ils ont largement les moyens. Ils sont millionnaires en euros dans des caisses. Ils ont des caisses avec des millions d'euros que rapporte la formation, que payent les cordistes quand ils passent en formation, et donc ils ne savent pas quoi foutre. Et maintenant, au bout d'un moment, ça ne les intéresse plus. Et donc, ils se désengagent totalement sur un mail, voilà, sans justification réelle et sérieuse de cette plateforme accidentologie. Donc là, les institutions n'ont pas grand-chose à foutre des accidents du travail. Et le patronat qui se gargarise de ceci et de cela, etc., on n'a pas grand-chose à foutre non plus, puisqu'on propose quelque chose. C'était quasiment un projet clé en main qu'on arrivait avec un projet clé en main. Et puis, arrivé là, ça ne se fait pas. Donc, d'un côté comme de l'autre, les ouvriers qui se blessent au travail et qui crèvent au boulot, ça n'intéresse pas grand monde. Alors justement, continuons dans la réalité du métier de cordiste, Eric Louis. Je le disais tout à l'heure, vous avez fait ce travail pendant presque 3 ans dans une usine, entre autres, de sucre de cristal Union à Bazancourt. Vous êtes l'ancien collègue de Quentin Zaraoui-Brua. Il était cordiste comme vous, il travaillait comme intérimaire et il descendait, on rappelle, dans le silo pour extraire les blocs de céréales restés accrochés le long des parois. Il est mort le 21 juin 2017, enseveli sous 370 tonnes de grains. Il avait 21 ans. Mediapart a suivi cette histoire. Dan Israël, journaliste sur le site d'information, qui est d'ailleurs ancien journaliste d'Arrêt sur Image, a raconté dans cet article publié le 23 février dernier, cordiste mort au travail, l'employeur à nouveau condamné. Je le cite, il raconte « Le jour de l'accident, Quentin Zaraoui-Brua intervenait dans un silo aux 2 tiers plein, les 2 cordes auxquelles il était attaché étant coincées,
Il s'était détaché pour tenter de les dégager. Les granulés se sont effondrés sous lui et il s'est retrouvé enseveli sous 370 tonnes de céréales. Et en fait, on apprendra avec l'enquête menée dans l'instruction qu'une trappe de vidange avait été actionnée par erreur. Un procès a eu lieu, d'abord en première instance, le 6 décembre 2019, puis de nouveau en appel, le 26 novembre 2020. L'entreprise ETH, le sous-traitant de Cristanol, est déclaré coupable d'homicide involontaire. Et le tribunal de Saint-Brieuc a reconnu, je cite, ETH, l'entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail du 21 juin 2017 et que Quentin donc n'a pas commis de faute. On va regarder un petit sujet qui avait été réalisé à l'époque par le France 3 local au moment du procès en appel. 10 000 € d'amende avec sursis, c'est ce qu'a requis le tribunal correctionnel de Reims à l'encontre de la société ETH. Elle employait Quentin, ce cordiste de 21 ans mort alors qu'il nettoyait un silo de la distillerie Cristanol. Le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre. Laurent Menet et Daniel Samulzik. Les larmes de la mère de Quentin à la sortie du tribunal correctionnel de Reims. Un peu plus de 5 heures d'audience pour comprendre comment le jeune cordiste a trouvé la mort ce 21 juin 2017 alors qu'il intervenait dans un de ses silos. À la barre, des spécialistes rappellent les règles de formation à ce métier, pour le moins périlleux. Tandis que l'enquête montrera que la victime avait enlevé ses cordes pour une raison inconnue. La société ETH comparaît pour homicide involontaire, alors que Cristanol, propriétaire du silo, échappe aux poursuites pénales. Pour les parties civiles, c'est la course au rendement qui est responsable de la mort du jeune homme. C'est le procès du profit. ETH qui cherche à minimiser les coûts, utiliser des intérimaires pas ou peu formés, et une société qui s'appelle Cristanol qui cherche à gagner beaucoup d'argent rapidement en jouant sur la vie humaine. Voilà, vous étiez présent, on vous voit d'ailleurs dans le sujet, vous étiez partie civile, je crois, au procès, n'est-ce pas ? À cette époque-là, on ne s'était pas constitué partie civile, non, parce que en fait, nous, on est une très jeune association, on découvre les méandres de la justice au fur et à mesure qu'on la pratique. Et, mais vous étiez présent ? On était présent, on a fait un rassemblement, on était présent dans la salle, effectivement, et on avait produit, en revanche, on avait produit un témoin, on avait un témoin, un spécialiste des travaux sur corps, un cordiste, un formateur, un jury, un président de jury de CQP et d'IRATA. Ça, c'est les formations dans le métier de cordiste, qui était là pour rappeler justement les fondamentaux des travaux sur corde, pour apporter un éclairage technique à l'audience, en fait. Voilà. Et donc pour montrer que la sécurité n'avait pas été respectée, en tout cas les obligations en termes de sécurité n'avaient pas été respectées par l'entreprise. Évidemment, évidemment. Alors, pas forcément de la part d'ETH. ETH a eu sa part de responsabilité, a été déclaré coupable et a ramassé 10 000 € d'amende avec sursis, on l'a vu, nos comments là-dessus. Mais l'entreprise Cristanol, qui est une usine du groupe Cristal Union, c'est des milliers de salariés, Cristal Union, c'est des dizaines d'usines, et leur bastion, c'est là-bas, c'est dans la Marne, c'est à Reims. Et ils envoient Quentin. Alors, au départ, les gars commencent à 5 h du matin dans un silo. Ils sont depuis le début de la semaine dans un silo. Oui. Ils travaillent dans ce silo-là et à 10 h, on ne sait pas pourquoi, on leur dit il faut aller dans un autre silo. Donc on les fait déséquiper, on les fait aller à la va-vite dans un autre silo. Et on s'aperçoit que ce silo effectivement est plein aux 2 tiers. Oui. Il est plein aux 2 tiers. Normalement, on envoie des gars dans un silo quand on l'a vidé au maximum, qu'on ne peut plus le vider par gravité et que là, quand il est colmaté, effectivement, ça nécessite d'envoyer quelqu'un, on envoie quelqu'un. Là, il est plein aux 2 tiers. Il est plein aux 2 tiers et comme ils viennent à peine de le remplir, de le vider, etc., il y a eu du mouvement de matière, c'est rempli de poussière. À l'intérieur du silo, il fait noir. Il y a juste une petite trappe de 50 cm qui est ouverte à 20 mètres au-dessus du niveau de la matière, donc on n'y voit absolument rien. Ce jour-là, le 21 juin 2017, c'est la journée la plus chaude de l'année à Reims. 36 degrés, je crois. 36 degrés à l'ombre. Et là, il faut savoir qu'on voit les silos, c'est une boîte de conserve en ferraille. À l'intérieur, c'est une chaleur incroyable. Et donc, on envoie ce gars parce que le silo, on sent, il n'est pas colmaté, mais on se dit qu'il va être colmaté. Donc, pour pas rompre la chaîne de productivité, la chaîne d'alimentation des camions, etc., on va envoyer ces gars pour décolmater le silo pour l'instant qui n'est pas colmaté. Oui. Et donc le résultat, il est là. Comme la matière est meuble, les cordes s'enfoncent dans la matière. Quentin, il fait ce qu'il peut. Il est là depuis 5 h du matin. Quand l'accident arrive, il est 12h20.
il en a marre, il est à bout de force. Il y a deux de ses camarades qui essayent de le sauver. Il y a deux de ses camarades qui essaient de le sauver. Et il y en a un qui se retrouve enseveli jusqu'à la gorge. C'est Anthony. C'est Anthony. Alors lui, il commençait à peine. C'était son premier jour. C'était son premier jour. C'était son premier jour de travail sur le chantier. Il est intérimaire. Il est arrivé le jour même. Et puis, voilà. Et il faut savoir aussi que Cristal Union mettait la pression sur ETH. Encore une fois, je ne veux pas blanchir ETH ou quoi que ce soit. Ils ont leur responsabilité. C'est très bien comme ça. Mais Cristal Union met la pression sur ETH en disant que il leur fallait 12 cordistes pour la semaine. Du jour au lendemain, il leur fallait 12 cordistes. ETH a eu du mal à fournir les cordistes en début de semaine parce que c'est une petite entreprise et on ne trouve pas comme ça. Effectivement, les intérimaires, il n'y avait que des intérimaires et pour cause, il fallait appeler les gars un par un et savoir quand est-ce qu'ils étaient disponibles. Et donc, on a commencé la semaine, on devait être 6 ou 7 intérimaires au lieu des 12. Et puis, le mercredi matin, le responsable de Cristal Union a appelé. Alors il m'a dit ça à moi. Il dit moi, mon gars, ça, moi, je sais pas. C'est pas moi qui gère l'entreprise. Et donc il a appelé le chargé d'affaires de TH en lui disant que si jamais il n'avait pas pour le mercredi matin, il n'avait pas ces 12 intérimaires, le contrat était rompu. Oui, c'est ce que vous écrivez dans le livre. C'est des centaines de milliers d'euros pour l'entreprise. Donc là, on voit clairement la pression qui est mise sur le sous-traitant pour venir faire le boulot, et tout ça au détriment, je ne plains pas le sous-traitant, je plains les intérimaires qui, eux, sont allés dans le silo, un mort, deux blessés aujourd'hui qui ne peuvent quasiment plus travailler. Anthony qui s'est fait ensevelir jusqu'au cou, il s'est vu mourir, et le grain s'est arrêté quand il est arrivé là, c'était 5 minutes après, même pas, 30 secondes après, il était enseveli. Et il y a aussi Raphaël qui était là et qui aujourd'hui ne peut plus travailler. Il s'est pété les reins en tirant sur la corde pour essayer de sauver Quentin, etc. Et tout ça derrière, et effectivement, oui. Il y a des reconnaissances pour eux ? C'est en cours, oui, c'est en cours. Ils ont été reconnus, ils ont une part d'invalidité qui a été reconnue. Et pour Raphaël, il y a encore des examens. Mais c'est pas terminé, parce que ça date de 2017 quand même. Voilà, c'est ça. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours, oui. En tout cas, le procès démontre très clairement que Cristal et ETH n'avaient pas respecté un certain nombre d'obligations en matière de sécurité au travail, sur l'équipement des cordistes, sur le plan de prévention des risques et sur les formations à la santé et la sécurité des employés. Et alors, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que 2 jours avant l'accident mortel de Quentin Zaraoui-Bruna, le journal local L'Union titrait « 261 jours sans accident chez Cristanol à Bazancourt », précisant que l'entreprise Cristanol venait de recevoir un trophée récompensant ses efforts en matière de sécurité. Et ça c'est une chose. Au-delà de ça, la veille, le 20 juin 2017, Cristal Union publie les chiffres pour les 16 mois précédents. Et ils annoncent les milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'ils ont fait, les profits, etc. Et il n'y a pas un moment où on se dit... 2,5 milliards de chiffre d'affaires et 133 millions de bénéfices. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas un mot sur Quentin, sur l'accident, etc. C'est leur profit. Encore une fois, c'est leur profit qui compte. C'est leur activité. Et c'est les bénéfices et les dividendes qui vont se faire qui comptent au-delà de toute considération humaine pour un gamin de 21 ans qui meurt dans un silo, quoi. Reporter, le magazine en ligne écologique, s'était rendu le 18 juin 2018 à l'Assemblée générale de Cristal Union à Troyes, où ils ont interrogé le président de Cristal Union, Olivier Debohan. On regarde. Il y a une véritable âme au sein de Cristal Union et une vraie préoccupation et un vrai souci vis-à-vis des conditions de travail et du travail au sein de Cristal Union. Excusez-moi, je vous ai laissé parler, vous me laissez répondre. Évidemment que je suis au courant. Évidemment qu'on a manifesté des soutiens et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans la vie des entreprises, il y a ce type d'accident. Ça peut arriver, malheureusement ça peut arriver. Et on le déplore. Monsieur, s'il vous plaît, on va pas... Non mais je passe Oui, non, moi vous me laissez répondre, s'il vous plaît. Et donc, pour conclure sur ce propos que vous tenez, qui, quand vous avez une remarque comme ça, monsieur, vous voyez, ça fait partie du débat qu'on avait tout à l'heure aussi. Vous utilisez... Monsieur, s'il vous plaît. On va enterrer des centaines de tonnes de sucre et de drèche. Attends, stop. Par rapport aux familles.
Vous me dites que Christelle Union a réagi depuis 2012, ces familles. Monsieur, s'il vous plaît, vous rendez le micro, on va arrêter, parce que nous, on a le souci du social, on a le souci de l'être humain, on a nos valeurs humaines, arrêtez avec ça. Dans des silos, dans une chaleur étouffante. Voilà, alors c'est pas un grand média national à une heure de très grande écoute, c'est un média indépendant, un reporter qui fait ce travail-là. D'ailleurs, cette réaction-là, on la voit nulle part ailleurs, elle est uniquement diffusée par ce média. Quand vous l'entendez dire le président de Cristal Union, c'est comme ça, ça arrive, il y a des accidents, comment vous réagissez à l'époque ? Ah ben pour lui, c'est un fatalisme, ben évidemment. Et il aurait bien voulu qu'on n'en parle pas. Mais au-delà de ça, il dit bien sûr qu'on a manifesté des soutiens. Nous, on est en contact étroit avec les familles d'Arthur, Vincent et Quentin, parce qu'il faut savoir qu'en 2012, il y a 2 cordistes qui étaient déjà morts, ensevelis dans un silo de sucre, à 500 mètres du silo où est mort Quentin en 2017. Donc ça fait 3 cordistes morts en 5 ans dans ces usines à ce monsieur. Et à aucun moment, il a manifesté le moindre soutien. On en est sûr et certain, puisqu'on est en contact étroit avec Fanny, avec Marion, les compagnes d'Arthur et Vincent, et on est en contact étroit avec la famille de Quentin depuis qu'on a créé l'association. Oui. Il ment délibérément en disant qu'il n'a pas manifesté de soutien, à aucun moment. À aucun moment, il a manifesté un soutien. Et là, il vient dire ça, mais malheureusement, il est filmé, quoi. Mais alors, il dit effectivement, Véronique Debat-Le-Tourneux, que bon, ça arrive, les accidents du travail, c'est comme ça. Mais finalement, est-ce que c'est pas ce que pense finalement tout le monde ? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, et c'est ce que vous disiez, Éric Louis, qu'il n'y a pas de plan national de lutte contre les accidents du travail, que les chiffres augmentent sans que ça inquiète réellement qui que ce soit, en tout cas au niveau des autorités, en termes de plan d'action. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce que pense tout le monde ? Moi, je ne vais pas vous dire ce que pense tout le monde. Mais par contre, je voudrais quand même réagir sur le travail. Vraiment, le travail fait par la profession de cordiste, il est remarquable parce que justement, il rend visible un groupe professionnel qui n'apparaît pas dans les statistiques. Et c'est vrai que ces statistiques-là, elles sont des statistiques de gestion et elles opacifient en fait. Par exemple, les intérimaires, on ne sait pas où ils travaillent. Le comptage, il est fait en regard de l'employeur, donc de l'entreprise de travail temporaire. On ne sait pas où travaillaient les intérimaires accidentés du travail. Donc là, oui, d'accord. Donc c'est-à-dire que les chiffres des sociétés intérimaires ne déclinent pas ensuite les métiers et les professions qui sont exercées par les ouvriers. Enfin, c'est l'employeur qui paye les cotisations, donc c'est l'employeur, c'est l'entreprise de travail temporaire. Les statistiques ne renseignent pas sur les relations de sous-traitance. Donc en fait, elles opacifient aussi un certain nombre d'éléments qui sont essentiels pour la compréhension et pour l'action de prévention. Donc c'est vrai qu'on a des statistiques qui contribuent à rendre ce phénomène vraiment comme... Finalement, c'est un risque assuré, un risque qui est présenté comme un droit individuel, qui n'est pas du tout présenté comme un enjeu collectif, un enjeu de santé, c'est pour ça que je parle d'enjeu de santé publique. Et je rejoins, enfin, je pense que c'est vraiment des enjeux de démocratie au travail qui se posent. L'organisation collective d'une profession comme celle des cordistes, elle est remarquable et elle contribue à donner à voir un métier qui est vraiment particulièrement exposé au risque de se tuer, mais c'est aussi, je trouve, rendre compte du coût humain. C'est-à-dire qu'on est dans un coût humain énorme. Et ça s'arrête... 733 morts en 2019 d'accidents du travail, selon les données parcellaires, du coup, que nous avons à disposition. Pour le régime général. Donc ça fait une moyenne de 14 morts par semaine. Des morts prématurées. Ce sont des morts avant 65 ans. Il y a beaucoup de morts qui sont très très jeunes. Donc le coût humain, en fait, il est pas questionné, il n'est pas interrogé. Et on hérite aussi d'une politique de santé au travail qui est marquée par une certaine discrétion, de négociation, de rapports sociaux, de paritarisme. Et on est de toute façon toujours dans cette tension entre d'un côté la santé économique. Là, le patron, là, il parle de son entreprise, la santé de l'entreprise et la santé des travailleurs. Et finalement, on voit que le rapport de force, il est extrêmement déséquilibré. Et derrière, il y a vraiment des choix d'organisation qui, effectivement, sont des choix délétères en termes de santé des populations. De santé, des enjeux de santé économique des entreprises et des enjeux aussi d'image. Il faut voir comment on parle du métier de cordiste, notamment dans les sujets qui sont diffusés à la télévision. Regardez quelques extraits.
Vous savez sans doute que TF1 a lancé hier la 5e opération Une semaine pour l'emploi. Le but est de mettre en avant les secteurs qui recrutent. Ce soir, intéressons-nous au métier de cordiste. Ce sont eux, entre autres, des exploits qui participent à la reconstruction de Notre-Dame. Les ouvriers cordistes ont été récemment mis en lumière sur le chantier de Notre-Dame, mais vous allez voir qu'ils interviennent dans des lieux très différents, de la façade des immeubles aux parois des montagnes. À la manière des alpinistes, parfois des acrobates. Ils se balancent à plus de 100 mètres de hauteur. Leur passion, le vide. Leur métier, cordiste. Un bon cordiste, je pense que c'est un cordiste qui doit être capable de toucher un petit peu à tous les corps de métier. On a des peintres en bâtiment, on a des maçons, on a des tailleurs de pierre. Et parce qu'ils sont cordistes, ces artisans augmentent leur salaire mensuel en moyenne de 500 €. Voilà pourquoi ils sont nombreux en formation. Ils ne connaissent pas la peur du vide. On a déjà travaillé sur des falaises où il y a bien 400 mètres de vide, mais bien vertical, donc c'est assez intéressant. Ça nous arrive de manger en falaise quand les conditions font qu'on n'a pas le temps de retourner en bas ou au véhicule et quand les conditions météo le permettent. Donc on peut rester jusqu'à 8 heures en falaise. Et puis après, on est dans un cadre magnifique souvent. Et ça c'est chouette. Nettoyage de vitres d'immeubles, ravalement de façades. Même en pleine crise sanitaire, l'activité ne manque pas pour les cordistes. Les demandes de formation ont augmenté de 10% depuis septembre. Aujourd'hui en France, environ 5000 personnes exercent le métier acrobatique d'ouvrier cordiste. Autant de chanceux qui voient la ville autrement. Voilà, des cordistes chanceux, donc. Ça ressemble un peu à ce que vous faites, comme vous avez fait comme travail. Moi, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait, puisque j'ai travaillé beaucoup en industrie, beaucoup dans les silos. Et justement, j'ai repris des notes que j'avais écrites en 2018 pour une intervention quelconque, je ne sais plus. Et effectivement, le traitement du métier de cordiste, il était celui-là avant. Moi, j'avais noté à l'époque, alors, cordiste, profession spectaculaire mais souvent trop courte, l'Express. Ma vie de cordiste, enquête sur des travailleurs de l'extrême, France 3. Travaux en hauteur, des métiers pas comme les autres, France 2. Et travaux en hauteur enregistre une envolée record, les Échos. Et nous, on arrive et puis on commence à parler du métier de cordiste avec le pendant des accidents, du risque, etc. Enfin, des boulots qui sont un peu dégueulasses. Et après, alors là, on arrive à cordiste, un métier à risque, la Marseillaise. Quand le travail tue, BFM. Les cordistes qui meurent étouffés dans des silos payés à 10 € de l'heure, France Inter. Face au risque, les cordistes en colère s'organisent pour sauver leur vie, Actuel HSE. Profession cordiste, l'enquête choc sur un métier à haut risque, Télérama. Et j'en ai encore, mais je ne vais pas tout citer. Donc on voit clairement la différence de traitement entre avant et après. Et notamment, je me souviens d'un reportage, d'un reportage de France 2 qui a été fait par Justine Veil à l'époque et qui dit cordiste, un métier à risque et qui ne compte pourtant pas de morts et de très rares blessés. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même à 26 pour 10 000 travailleurs en 15 ans, ce qui est un taux énorme. Donc, on est quand même passé d'un traitement qui était celui-là avant. Bon, il y en a encore quelques-uns comme ça, puisque là, il y a eu Notre-Dame, il y a eu un peu de peinture sur la Tour Eiffel, etc. Mais bon, Notre-Dame, il y a eu du plomb, donc on commence à m'en parler, parce qu'il y a un gros risque de plombémie là, sur Paris. Et effectivement, il y a aussi un problème de plombémie sur la Tour Eiffel, à tel point que le chantier a été arrêté. Donc... là, on en parle un petit peu moins quand même. Mais il y a toujours ce type de reportage image d'Épinal qui survit. Mais il y a quand même beaucoup plus de reportages et de titres qui sont emblématiques vraiment des risques du métier. Ouais. Et ça, vous le faites aussi grâce à votre association. C'était un des objets de l'association, c'était justement d'inverser ce traitement médiatique et de sortir de ces clichés-là. Ah bien sûr, bien sûr. Après, tout découle de ça, parce que si on dit cordiste, vous faites comment ça comment vous démarchez vous appelez directement les journalistes et comment ça se passe pour justement inverser les choses? On appelle directement. Alors au départ, non, les journalistes, on les a intéressés puisqu'on a, comme vous disiez, on a commencé à fédérer une profession et puis on s'est montré un petit peu visible sur des procès. Là, par exemple, quand on va à Marseille au Championnat de France des cordistes et qu'on rencontre le syndicat patronal, enfin l'adversaire, entre guillemets, pas entre guillemets, l'adversaire, il y a des journalistes de la Marseillaise qui sont là, et donc après, c'est l'effet boule de neige. Les médias s'intéressent à ce qui se passe dans les médias. Ça, on le voit très bien, c'est symptomatique.
Et c'est l'effet d'entraînement qui fait qu'on arrive à choper un média, et puis 2, et puis 3. Et au fil du temps, c'est les gens qui nous contactent et qui nous disent « Ah ben oui, mais ils vont voir un petit peu ce qu'on fait. » Et ils s'aperçoivent qu'on a un site internet, vous avez dû aller le consulter, qui depuis 3 ans, qui est super riche, qui parle de plein de choses, et notamment des accidents. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce travail de fond, il aboutit à ça. Et je voudrais juste terminer sur vous parliez tout à l'heure de Franck Després, qui fait un travail énorme depuis 3 ans, depuis 4 ans sur le métier. Et c'est le seul journaliste en France, un journaliste indépendant, qui fait ce travail et qui a enquêté sur le fond de manière constante depuis 3 ans. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est le seul à pouvoir produire ça. Il a fait plus, lui, pour la profession cordiste, pour les travailleurs cordistes, les ouvriers cordistes, parce que la profession, c'est un peu vague. Oui. Il a fait plus pour les travailleurs cordistes en 3 ans que n'ont fait tous les autres médias pendant le même temps. Ça, c'est clair. Du coup, si ce n'est pas ce qu'on a vu dans les sujets Monsieur Poutou, vous vouliez réagir ? Oui, ça fait un petit moment que je ne parle pas, donc je me disais qu'à un moment donné, ce serait bien là, que vous soyez utile à quelque chose. Parce que je ne vous voyais plus à un moment, alors je m'inquiétais, je me demandais si vous étiez parti. Allez-y. Donc moi je suis entièrement d'accord à tout ce qui se dit sur le plateau, mais je voulais rajouter un mot. Je pense qu'on est face à une délinquance patronale réelle. Je pense qu'on est sur des politiques criminelles, puisqu'elles conduisent pas qu'à des morts, elles conduisent à ce qui a été dit par Madame la sociologue, là, je me rappelle Véronique. Il y a des vies qui sont broyées. Et c'est vrai que ce n'est pas que le décès, c'est aussi des gens qui physiquement sont invalides, c'est des gens qui psychologiquement sont complètement fragilisés et cassés. Et à côté de ça, on a une complicité de l'État et des services de l'État. Et donc, en fait, on a une politique criminelle avec complicité. Et parce qu'en fait, toutes les structures qui existent, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui était dit sur la question du recensement, sur la question de comment on peut avoir un état des lieux réel, et à partir de cet état des lieux réel, comment on peut aider ou comment on peut limiter les dégâts, et c'était la médecine du travail ou l'inspection du travail. Et ces outils-là sont cassés. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté de ne pas voir et donc de cacher les choses. Mais c'est un peu comme l'évasion fiscale, en fait. L'évasion fiscale, vous avez vu, au fil des années, cette évasion-là, elle s'amplifie. Et puis, en fait, tout ce qui peut être contrôle financier, tout ça, ça disparaît aussi. Donc, du coup, il y a une volonté de laisser faire. Et on est face à une évolution de la société qui est de moins en moins démocratique et de plus en plus brutale, puisqu'en fait, on a ce surpouvoir du côté des possédants et des riches, et puis une fragilité extrême du côté de la population. Et c'est vrai que ce que raconte Éric Louis, c'est révélateur aussi des difficultés qu'on a, de comment on arrive à se faire entendre, comment on arrive à se défendre et de se créer nos propres outils finalement pour essayer de alors là, rendre c'est très clairement fait par les cordistes en colère, se créer leurs propres outils. Là, il n'y a pas de doute, le travail est fait. Mais alors juste pour revenir sur les images qu'on a vues sur ces jeunes hommes, sur les façades, de manière très spectaculaire, etc. Si c'est pas ça, le métier d'ouvrier cordiste, notamment en silo, c'est quoi le travail au quotidien d'un ouvrier de ces sociétés-là qu'on a mentionnées tout à l'heure? Si c'est pas ça, c'est quoi? Ça peut être ça aussi. Ouais. C'est mais ça sur aussi, bien sûr. Cette profession-là précisément que vous avez exercée, vous, en silo. En silo, c'est la même chose que ça, sauf que c'est à l'intérieur d'un silo et qu'au lieu d'être... alors là, ils font des reportages toujours quand il fait beau. Les journalistes, ils sortent pas quand il... J'ai l'impression qu'ils ne sortent pas quand il pleut, les journalistes, c'est bizarre, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, il fait très beau, et c'est des conditions, c'est très bien. Les cordistes sont toujours très bien payés, ils ont des très belles vues, donc on a tous envie d'être cordistes, évidemment. Et en termes de salaire, du coup? En termes de salaire, les salaires sont lamentables. Le SMIC est aujourd'hui à 10,48, il y a des cordistes qui bossent pour un peu plus que ça, pour 11 €, pour 12, 13, 14, 15 peut-être pour les plus expérimentés, les mieux, et ceux qu'on su négocier individuellement des salaires, parce que comme il n'y a aucune organisation, à part nous, mais bon, on n'est pas encore en état de peser pour imposer une grille de salaire décente. Oui. Le cordiste est payé, pour moi, le cordiste est mal payé par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il se détruit la santé. Moi, j'ai un copain cordiste à Amiens qui dit « Cordiste, c'est de ta santé contre de l'argent ». C'est clair. Et les mecs, ils arrivent à 40, 45 balais, ils sont cassés, ils sont broyés. Et alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait du mal à trouver parfois des intérimaires du jour au lendemain pour pouvoir aller travailler sur les chantiers, pour pouvoir aller travailler en silo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cordistes ne sont pas forcément dans le bassin d'emploi, ils viennent de loin. Enfin, comment ça fonctionne? Oui, il y a ça. Et donc, pour revenir aussi à ce qui fait que le salaire, le cordiste est bien payé, c'est qu'il a des indemnités de déplacement. Comme il est tout, alors, et comme ça rejoint la question que vous posez, oui. On ne trouve pas du boulot au pied de chez nous. Oui. On est en déplacement. Moi, je bosse en déplacement sur Reims.
dans le centre de la France, etc. Encore, j'allais pas très loin parce que pour un tas de raisons, mais j'étais à 200, 300, 400 bornes de chez moi. Je partais systématiquement, je partais à la semaine et je dormais dans mon camion pour minimiser le coût, parce qu'on avait un forfait de déplacement qui était à l'époque de 60 € par jour pour manger le matin, midi et soir et se loger. 60 balles par jour. Ça fait quand même un peu léger, quoi. Donc effectivement, on emmène à manger, on mange des pâtes et on dort dans les camions pour faire des économies. Alors effectivement, il y a des cordistes qui émargent à 3 000, 3 500, 4 000 € à la fin du mois, mais il faut savoir que... C'est ce qu'on entend dans certains sujets. La moitié, oui, mais il faut savoir que la moitié de ce que touche le cordiste quand il est en déplacement, c'est de l'indemnité de déplacement. C'est pas du salaire. Il cotise pas là-dessus. Quand il va se retrouver au chômage, il va être au chômage sur 1300, 1400 balles. Quand il va se retrouver à la retraite, il va se retrouver à la retraite sur cette base de 1300, 1500, je ne sais pas. Et quand il est en maladie, c'est pareil. Ça, c'est pas du salaire. Et les conditions de travail, pour revenir à votre question, les conditions de travail du cordiste, donc effectivement, c'est pas toujours ça. Donc quand c'est dehors, eh ben, il peut y avoir du vent, il peut pleuvoir, il peut neiger. C'est rare qu'on ait des intempéries, puisqu'on n'a pas le risque de glissade comme les couvreurs, etc. Ouais. Donc il y a très rarement des intempéries. Et il faut savoir aussi que quand on travaille à l'intérieur des silos, c'est tapé à la pioche, au marteau-piqueur, à la houe, dans un truc qui est complètement enfermé, avec l'effet de confinement, avec des masques de protection, avec ce qu'on appelle des ARI, les assistances respiratoires individuelles, qui nous sont reliées par l'extérieur. Donc on travaille un peu dans des conditions semi-scaphandrier. Et sur la question de la sécurité, parce que concernant l'affaire d'Arthur Bertelli et Vincent Desquin, qui sont donc morts dans les mêmes conditions d'ailleurs que Quentin Zarahubrua, en mars 2012, vous aviez écrit à l'époque que Cristal Union avait refusé que son prestataire, Carrare Service, fournisse des talkie-walkie aux cordistes qui descendaient le long des silos. Il avait refusé parce que le matériel n'avait pas été vérifié, parce que quand on rentre dans un silo de sucre, là en l'occurrence c'était du sucre, il y a un risque d'explosion, c'est une zone ATEX, vu qu'il peut y avoir de la poussière en suspension et la moindre étincelle peut enflammer la poussière, et comme c'est un milieu confiné, ça peut exploser. Donc Cristal Union a pris cette excuse que le matériel n'était peut-être pas conforme pour descendre à l'intérieur du silo. Donc, ils n'ont pas accepté que le prestataire descende avec son propre matériel. Et l'ironie du sort, c'est que l'examen de ce matériel devait être fait au point accueil sécurité à 13h. Alors que le jour de la mort des deux salariés. C'était le premier jour de chantier. L'accueil sécurité devait avoir lieu à 13h chez Cristal Union, avec les travailleurs, avec l'encadrement de Carrare Service. Et donc l'accueil sécurité pour entrer sur le site, et l'accueil sécurité pour vérifier si le matériel de communication fourni par Carrare Service était conforme ou pas conforme. Seulement, on envoie les cordistes le matin. Ouais. On envoie les cordistes à 10h dans le silo, sans moyen de communication, en disant à 13h, on va vérifier si les talkie-walkie sont opérationnels. Et malheureusement, c'était trop tard. Malheureusement, c'était trop tard, oui. Est-ce que la question le fait qu'on soit sur du travail avec de l'intérimaire, avec différents sous-traitants, différents strates de donneurs d'ordre, est-ce que ça a un impact ensuite sur la reconnaissance des sinistres et des accidents du travail ? Alors déjà, moi, je voudrais réagir au petit spot de publicité qu'on a vu sur les cordistes. Enfin, je pense qu'on est vraiment là sur il y a une coupure entre emploi et travail. Et l'invisibilité du travail, elle est vraiment patente entre ce que vous venez de dire comme témoignage et ce qu'on voit là. En fait, on ne voit pas le travail, on ne voit pas le travail réel. On voit un spot de publicité. Et l'introduction du journaliste, c'était de dire allez vous former, c'est un beau métier. Enfin, il y avait clairement, je pense, une attente de jeunes pour se former. C'était une semaine de l'emploi. Voilà, donc on était dans la semaine de l'emploi. Et c'est vrai que cette invisibilité du travail réel, elle se trouve dans d'autres métiers en tension qui ont également des conditions de travail délétères. Et je voudrais quand même parler ici des femmes du secteur du soin et de l'aide à domicile, pour lesquelles, en fait, les statistiques, avec toutes leurs imperfections, elles donnent à voir quand même une tendance à l'augmentation dans ce secteur-là, qui est un secteur à 90% occupé par des femmes. Et du coup, voilà, on a des métiers invisibles, on a du travail invisible, du travail extrêmement pénible, extrêmement mal rémunéré et générateur de blessures. Voilà, c'était pour aussi réagir entre cet écart entre emploi et travail et le fait qu'on ne parle pas du travail, en fait. Je ne me souviens plus La question, c'était le fait qu'on ait beaucoup de sous-traitance, qu'on ait plein de strates, en fait. Ce que je vois dans les sous-traitances et l'intérim, ça va... En amont de la reconnaissance, ça va être plutôt la précarité du lien salarial qui va générer de moindres marges de manœuvre pour faire usage de droits de retrait, par exemple, de la moindre formation, moindre ancienneté et donc moindre insertion au sein d'un collectif de travail qui, là, va générer des situations où la prise de risque va être
forcés finalement pour faire le travail dans l'urgence et on vient d'arriver, on est en CDD, c'est notre 2e jour, on y va, quoi. Donc c'est vraiment plus en amont de la reconnaissance, lors de la survenue de l'accident, que je pense qu'il y a vraiment des choses à questionner. Après, la déclaration, je vous disais, il y a une relative automaticité, donc si elle est déclarée, voilà, qu'on soit intérimaire ou sous-traitant, on sera reconnu. En revanche, les statistiques vont opacifier la survenue de l'accident pour l'intérimaire et la relation de sous-traitance. Donc, c'est plus en amont que je dirais qu'il y a vraiment un lien de précarisation au travail qui est très important à signaler. Merci à vous trois d'avoir été présents avec nous pour décortiquer ce qu'il y avait derrière la notion d'accident du travail. Merci Eric Louis, merci Véronique Demal-Le-Tourneux, merci Philippe Poutou d'avoir été également en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.